Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 17e épisode du Fougou, le podcast magique un peu piquant. On vous a préparé un numéro spécial avec un invité, mais tout d'abord, laissez-moi vous parler du programme. On va vous parler de news et d'actu magique comme d'habitude, avec notamment la sortie d'un nouveau magazine qui s'appelle Les Cahiers du Mentalisme. On parlera d'un tour de mentalisme parce que l'épisode sera centré autour de cette thématique qui s'appelle Symbol. On va échanger sur le parcours, les envies, ce qu'il aime pas de notre invité Julien Loza et notamment d'un tour les Linking Finger Rings. Et enfin, on terminera par un book test qui est ressorti, puisque en fait il existait déjà, mais il est ressorti, il était en rupture depuis longtemps, qui s'appelle l'Almanach, une production marchand de trucs. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme d'habitude, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, Julien. Bonjour Julien. Bonjour Vincent, bonjour Macha. Macha Meryl, si tu nous entends. Si les auditeurs ont ri à cette blague, on sait tout de suite dans quelle tranche d'âge ils sont. C'est ça. Et ils ont cet âge-là. On le voit dans les stats. On le voit dans les congrès. Bon, vous l'aurez compris, cet épisode va être difficile. Accrochez vos ceintures, prenez à boire, à manger, installez-vous confortablement. On est parti pour 4 heures de podcast avec Julien. Bon courage à Olivier pour le montage. Merci, je sens que j'en vais avoir besoin. Alors Olivier, tu voulais commencer par une petite actu, une nouveauté dans le monde magique, quelque chose qui se fait rare, un magazine. Oui, et puis alors ça tombe bien parce que figure-toi que je viens d'apprendre que Julien va participer au numéro 2. Il nous en dira plus dans quelques instants. Donc sont les Cahiers du Mentalisme. Actuellement, il y a plus de magazines qui disparaissent que de nouveaux magazines. Et une autre bonne raison d'être abonné, c'est que le numéro 1 est consacré en grande partie à Max Maven. Donc un personnage auquel on avait consacré un numéro et qu'on aime beaucoup ici. Et je pense que il fait l'unanimité, non ? Oui, Julien, pardon. un petit mot sur Max Maven. Oui, j'étais en train de fantasmer sur ta voix, je suis désolé. Oui, non mais ouais. Les Cahiers du Mentalisme, j'ai eu la chance d'avoir Eric Pearson qui est donc l'éditeur, je crois, le rédacteur en chef, je crois. Okay. Oui, le rédacteur en chef. Bah oui, non, je suis bête. L'éditeur, c'est Fantaisium. Je suis bête. Et du coup, donc j'ai Eric Pearson, le rédacteur en chef, qui m'a contacté pour me proposer de participer au numéro 2 parce qu'il parlait de Ted Hanman et je suis un peu omnibulé par Ted Hanman, hein, vu que je retape le Jinx, vu que j'ai sucé le Jinx en long et en travers. Enfin voilà. Et du coup, ouais, ça a l'air d'être un projet fascinant. C'est un très chouette projet de la part de François Montmirel parce que effectivement, des magazines dédiés uniquement au mentalisme, il y en a pas des masses. Là, on vient si j'ai bien cru comprendre, Magicus vient de décider d'arrêter de publier. François Montmirel, en fait, sur son site internet, il explique tous les arguments du pourquoi sortir un nouveau magazine et il explique que là, à l'heure actuelle, il n'y a plus que la FFAP. Et du coup, c'est assez compliqué de pas avoir plusieurs voix sur cette passion qui nous anime, la magie et le mentalisme. Donc ouais, non, c'est chouette et c'est d'autant plus chouette que c'est un projet imprimé, quoi. J'aurais adoré moi imprimer Imaginarium en forme de magazine. Max Maven, on apprend encore des choses sur sa vie personnelle, sur son parcours. Il y a des belles photos et je vais vous lire un petit passage. Il parle de sa bibliothèque et aussi de son intérêt pour les book tests. Il dit « Dans ma bibliothèque, j'ai toute une étagère large et profonde, remplie de book tests. Certains sont extrêmement intelligents, mais je n'en utilise aucun, car je ne veux pas trimballer un livre pour ensuite devoir le ramener à la maison et le remettre à sa place. Donc je fais un book test qui implique 2 livres de poche bon marché, conservés par le public.
Et alors, la question que je voulais poser, est-ce que toi, Julien, comme Max Maven, tu préfères les book tests simples? Oui. Question suivante. Non, Le mec ne va répondre que par oui et par non. c'est ça. Mais non, en fait, les book tests, c'est vrai que j'en ai utilisé beaucoup. J'ai joué avec énormément de concepts de book test. Il y en a des très astucieux, il y en a des plus ou moins bien réalisés. C'est un sujet fascinant, les book tests. Maintenant, celui que j'ai le plus rodé, c'était évidemment mon book test le plus facile et le moins cher du monde, qui se fait donc avec un antifaute de conjugaison Larousse, et qu'on peut acheter pour 4 ou 5 euros de mémoire. 4 euros. 4 euros, voilà, dans les grandes surfaces. Et c'est un truc que si tu le perds, c'est pas grave. Si tu l'oublies, c'est pas grave non plus, parce que tu vas bien trouver une grande surface à proximité pour claquer 4 euros pour ton book test. Donc voilà, c'est un des book tests que j'ai vraiment rodé le plus. Un autre book test que j'ai énormément tourné, c'était un book test qui se trouvait dans Mind, Myth and Magic de Tia Waters. Et je l'ai rodé pas mal dans mon spectacle de mentalisme à Paris. Et c'était un book test principalement basé sur de la mémoire. Et je trouvais ça, ma foi, plutôt cool. L'idée, en fait, c'était que tu prenais ton livre, tu allais l'effeuiller en passant ton doigt et tu demandais au spectateur de dire stop. Il disait stop, il retenait le premier mot. Tu te retournais vers un autre, tu effeuillais un peu plus, il disait stop, il retenait le premier mot, tu fermais, c'était parfait. Et là, en fait, tu disais au spectateur, alors, vous allez me donner votre mot, vous allez dire votre mot, et je vais essayer de trouver sa position dans le dictionnaire. Et pouf, tu avais donc le premier spectateur qui t'annonçait son mot, tu disais, page 253, colonne de gauche, 10e mot. Donc, t'allais vérifier et machin, et après tu recommençais avec le deuxième spectateur. Et ça, c'était la routine de base, à laquelle j'ai rajouté un truc plutôt rigolo, et que j'avais publié d'ailleurs dans l'Imaginarium, avec l'accord de Magic Dream, qui avait les droits de Mind, Myth and Magic, à l'époque, et toujours d'ailleurs. Toujours, je sais pas pourquoi je dis à l'époque. Et donc j'avais décidé en fait de finir cette démonstration en faisant l'inverse, c'est-à-dire que le spectateur allait chercher son mot dans le dictionnaire, ne me disait pas le mot et il m'annonçait le numéro de la page, la colonne de gauche ou de droite et quelle ligne. Et il me disait voilà, c'est page 387, colonne de droite, 55e mot. Et moi je disais chat. Et voilà. Et du coup, j'avais utilisé la technique du AAA book test de Marc Paul pour faire ce final. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent les deux tours, qui connaissent les méthodologies des deux tours, vous avez une routine. Un autre book test que j'ai énormément utilisé, c'était celui de Cody Fisher, qui s'appelle le Comedy Book Test, et donc qui est en anglais, et qui a en fait la blague, je crois que c'est basé sur une idée de Wayne Dobson, qui avait ça sûrement avec des cartes à jouer. Mais dans le livre de Cody Fisher, tu demandes au spectateur d'ouvrir n'importe quelle page et il prend le premier mot de la page et toi, tu essaies de deviner lettre par lettre le mot. Et en fait, au fur et à mesure où tu écris les lettres, les gens pensent que tu vas écrire fart, pété. Et du coup, tu commences à écrire, ça ressemble vraiment à fart. Et tu lui poses des questions, tu dis ouais, ok, je vous montre pas, mais juste, c'est quelque chose que vous faites. Il dit oui, ha, lolilol. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez à une première date avec une nana? Oui, lolilol. Mais c'est quelque chose que vous pourriez faire avec quelqu'un d'autre? Oui, lolilol. Et en fait, on se rend compte que le mot qu'il a choisi, c'est pas fart, c'est eat, E-A-T. Et du coup, bah, c'est soit tu fais un change de papier, soit t'as une révélation surprise quelque part, machin, etc. Très chouette book test. Et un autre book test que j'avais adoré aussi, c'était le book test avec les cartes de Londres et de Boston et oui. Je ne me rappelle absolument plus. Quelque chose John quelque chose, un mentaliste anglais super drôle, qui avait sorti. Bon bref, et du coup voilà, ils ouvrent et ils pensent à n'importe quelle rue sur. C'est pas un book test avec des textes, c'est un book test avec des cartes de ville. Des images, ouais. Okay. Des cartes de ville, et donc du coup le spectateur devait choisir une rue, et principe du melon évidemment. Et un autre book test avec lequel j'ai énormément joué, c'est toute la collection des Luna book test. Donc en français chez Ludo c'est Asylum, non. Ah putain. L'Institut. L'Institut. Oui, ouais. Probablement l'Institut. Où ils sont dans un asile psychiatrique et peut-être à la non, ça c'était 1900. Non. Alors l'Institut, c'est sur un autre principe, effectivement. Il me semble que c'est Larry Baker.
Non, ouais, l'Institut, c'est avec t'as des phrases de souvenirs et t'as aussi Ouais, des petits signes ESP. c'est ça, ouais. C'est ça. Bah non, moi je parle je parle de celui où tu es dans un asile psychiatrique et tu as la liste des patients de l'asile psychiatrique et le spectateur. Je sais qu'en anglais c'est le Luna Book Test. Donc ouais, le Luna Book Test qui je crois est le Mondevergue chez Marchand de Trucs. Et du coup j'ai énormément joué avec ça. Je l'ai même utilisé pendant une séance de spiritisme théâtral que j'avais faite à l'époque. Et j'ai joué aussi beaucoup avec le Decranum. Et alors, le Decranum, je sais même pas si c'est le nom en français ou le nom en anglais, mais ouais. Ben, en français, il a été rebaptisé l'almanach. Par contre, sur le livre en lui-même, c'est toujours marqué Decranum. Ok. Donc la présentation intègre le Decranum, mais il n'a pas voulu remettre le nom anglais pour éviter que les gens recherchent le nom et tombent sur la fiche en français. Toute cette catégorie de book test un peu bizarre qui avait commencé avec Outlaw Effect et ensuite qui a été racheté par Gemini Artefact, c'est de l'or en barre, quoi. C'est de l'or en barre. L'un des derniers book tests que... Ah bah tiens, d'ailleurs, ouais, je disais que j'utilisais plus de book test, mais en fait, je cherche à en réintégrer un en ce moment. Et c'est un book test basé sur... que j'ai acheté également chez Gemini Artefact. C'est un book test qui est basé sur le Titanic et le nom du book test m'échappe. C'est un livre qui recense en fait tous les morts du Titanic. Et donc dedans, tu as des morts historiques, t'as des vrais trucs et tout. Et c'est un bel objet et j'essaie de l'intégrer dans un petit spectacle là en ce moment. Donc voilà. Je sais pas si tu te souviens, c'était il y a 3 ans. On était en plein confinement à l'époque. On a fait une session d'une bonne heure et demie, 2 heures, où on a parlé que de book test. Parce que je préparais un live sur Facebook sur les book tests. Tu m'avais proposé ton aide. Oui. Et tu m'avais parlé d'un book test à l'époque qui m'avait fait, ça m'avait fait délirer et on a passé un petit moment dessus. Je sais pas si tu te souviens, c'était un book test qui recensait des annonces de prostituées. Oui. Oui. Eh bien, dans le Grand Nord, il me semble, ou un truc comme ça. Je l'ai toujours et c'est aussi un produit Gemini Artefact. Ça s'appelle 38 Blocks. Ça coûte toujours $100. Ils l'ont toujours, donc il n'est pas en rupture de stock. Et effectivement, ouais, je l'ai toujours et j'avais commencé à bosser dessus et j'ai jamais finalisé le travail et tu me le remets en mémoire, donc c'est très bien, je vais m'y remettre. Et ouais, tu devines en fait le nom de la prostituée à laquelle les gens pensent. Et de temps en temps, tu peux même dire, ah oui, et puis si vous regardez sur la page de gauche, il y a une femme nue. C'est pas tout public? Non, absolument pas. C'est pas tout public, c'est Absolument clair. pas. Mais tout ça pour dire que Julien est quand même une bible du book test. En tout cas, il l'a été. Je l'ai été. J'ai des notes, hein, j'ai des notes partout. Je rappelle cet extrait, il est tiré d'un podcast Mindset qui est toujours publié par Vanishing Inc. Le propos de Maven m'a intéressé dans le sens où, bah oui, vous n'avez pas besoin de book test hyper cher, hyper compliqué pour vous amuser, quoi. Alors c'est marrant que tu parles de book test et de Max Maven dans la même phrase, parce que je faisais des recherches cet après-midi sur un sujet sur lequel je travaille en ce moment. Et je suis tombé en fait sur, je crois que c'est dans un Apocalypse de Harry Loren, le magazine d'Harry Loren. Max Maven, sous le nom de Phil Goldstein encore à l'époque, avait publié un book test. Mais alors pas une divination, c'était une prédiction pour le coup. Et en fait, c'est une prédiction de mots dans un livre potentiellement emprunté. Je dis potentiellement parce que c'est pas ultra pratique et encore moins à l'heure actuelle vu le contexte dans lequel il décrit son expérience, mais tu peux le faire, mais pas moins avec un livre emprunté. Et en fait, il fait un forçage matriciel pour forcer la page. Et j'ai vu ça et j'ai dit, dis donc, Maxune, tu t'es pas foulé. Et en fait, si, ouais, ça marche aussi. Avec des cartes? Non, un forçage matriciel, tu sais, tu as un espèce de... tu as un espèce de morpion avec des chiffres dedans. Et mais d'ailleurs, le forçage matriciel, il le décrit dans les couleurs du mentalisme. Ouais, bien sûr, mais... T'as une espèce de grille avec des chiffres, et tu entoures un chiffre, et tu vas rayer en fait en horizontal et en vertical les autres chiffres, ce qui te permet d'en choisir un autre, etc. Et quand tu additionnes tous les chiffres, pouf, tu arrives à une... Non, mais il aurait pu le faire en forme de carte, tu sais, je mélange, je sors une série de chiffres, un peu le matriciel à plat comme John Bannon il fait, tu sais.
Bah, à l'ancienne, quoi. Forcer une page de livre avec, un jeu de cartes ou avec des dés ou machin, quoi. Mais dans les faits, oui, t'as mille façons de faire un Mm. book test. T'as des façons gimmick, non gimmick. Mais j'ai envie de dire, c'est presque la même chose que n'importe quel autre univers de la magie. Enfin, tu prends n'importe quel tour de carte, t'as une version gimmick, une version non gimmick. Et j'aimerais juste rebondir sur ta réflexion sur le fait qu'il y a, oui, il y a plein de méthodes avec emprunté ou pas et gimmick ou pas ou machin. J'aimerais juste rebondir sur ça, juste pour rappeler à nos chers auditeurs, en fait, bah, l'air de rien, il n'y a pas réellement de méthode qui soit meilleure qu'une autre. C'est-à-dire que j'ai eu ce débat 1 million de fois avec des magiciens et des mentalistes à l'époque où je jouais avec les booktests et tout, et où tu as toujours le classique débat du... alors, je mets de côté pour le moment, je mets de côté le débat du oui, mais pourquoi faire choisir un livre un mot dans un livre alors qu'ils peuvent penser à un mot. On va mettre ce débat de côté parce que il est ridicule et il mérite même pas d'attention. Par contre, le débat du oui, mais un book test avec un livre emprunté, c'est quand même beaucoup plus fort qu'un book test où tu fournis ton propre livre. Ensuite, tu as le fameux débat du oui, mais un book test, c'est quand même vachement plus fort si le spectateur ouvre lui-même à n'importe quelle page et choisit son mot, ou si plutôt que toi qui manipules ton livre, ou alors, ah, mais un book test, c'est plus fort si le choix est libre par rapport à un choix fait avec un jeu de cartes ou autre chose. Non. En fait, un book test, il est fort si vous savez bien le vendre et si la méthode, vous vous sentez à l'aise avec. C'est tout. Dans les faits, je suis d'accord, c'est vraiment le côté qu'est-ce que tu amènes, quelle histoire tu amènes, comment est-ce que finalement ton book test est servi par on va appeler ça un boniment parce que c'est un boniment, par le boniment que tu amènes tout simplement. Ça m'arrive de faire des book tests très simples comme celui que tu proposes avec l'antifaute de conjugaison. Voilà, on s'encombre pas d'un univers forcément très complexe, très ésotérique, machin. On choisit quelque chose. Après, tout vient du fait de justifier pourquoi j'utilise ça. Et à ce moment-là, au moment où je le fais, je le justifie parce que dans le cadre où je suis, ça a du sens. Et j'utilise le book test de Doumergue assez souvent parce que dans le contexte dans lequel je l'utilise, le livre est pleinement justifié. Et donc, il n'y a aucune raison que les gens se posent la question pourquoi est-ce que tu utilises ce livre, pourquoi est-ce que tu amènes un livre. Enfin voilà, le livre, de fait, il est là et on en a besoin parce qu'il est justifié. Donc, c'est pas un problème d'avoir un livre. J'ai envie de dire, tu disais tout à l'heure, c'est mieux un livre emprunté. J'ai vu parfois dans des émissions de télé des magiciens arriver avec 14 livres emballés, tu vois, ou 15 livres emballés, et où ils font choisir un livre, mais personne n'est dupe en fait. Les 15 livres, c'est lui qui les a pris, qui les a emballés, donc c'est tous les mêmes. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pire encore que d'en avoir amené qu'un seul. C'est une question de contexte. Voilà. La méthode est pas mauvaise, c'est juste une question de contexte. Ouais, c'est ça. Si ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, bah voilà, c'est aussi téléphoner qu'avec un livre tout seul. Alors, un petit rappel pour nos auditeurs qui voudraient se procurer un book test pas cher, à 4 €, on le répète, on peut trouver toutes les explications dans ton livre Conspiration, ton petit livret. Je sais pas s'il est encore disponible, si on peut le trouver. Ben non. Ah merde. Ben non. Mais je vous ai dit, les mecs, je suis venu, j'ai rien à vendre. Il y a plus rien. On a plié boutique, on a plié bagage. Il y a plus rien. Non, j'ai rien à vendre. Mais vous pouvez le trouver sûrement illégalement quelque part. Vous pouvez. Non, si la conférence, peut-être la conférence Secret Studio. Vous pouvez. Je sais pas. Si, je crois qu'elle. Si la conférence Secret Studio, elle doit pouvoir encore s'acheter. Ouais. D'ailleurs, c'est certainement un des meilleurs investissements pour faire du mentalisme que vous pouvez faire. Franchement, c'est par ça que j'ai commencé et il y a des trucs dont je me sers en fait tout le temps. Je trouve que c'est un truc vraiment génial parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire du mentalisme toute ta vie. Voilà. Il y a de tout. C'est Il gentil. y a plein de trucs. Je trouve ça vraiment sympa. C'est gentil. Écoute, je n'ai absolument. C'est gratuit. J'ai rien à vendre et j'ai rien à t'acheter. Parce que chez nous, on n'est pas sponsorisé. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien. On dit ce qu'on veut. Donc voilà, ce petit livret. Alors, du coup, on va peut-être bouleverser un peu notre programme. Allez. Vincent, est-ce que tu voudrais nous parler du book test ? Alors, on peut parler du book test, on peut parler du Décranum justement, qui s'appelle l'almanach pour nos amis magiciens et mentalistes s'ils le recherchent. Édition marchand de trucs, bien sûr. C'est un book test plutôt dans un univers magie bizarre. Je sais pas si on peut dire magie bizarre, mais plutôt magie noire, un peu dark, c'est pas mal pour les séances de spiritisme. Fantastique peut-être.
fantastique aussi, ça parle de sorcières, ça parle voilà d'itinérants, de gens qui font de la voyance. Il y a un peu de tout cet univers mélangé parce que vraiment il mélange tous les univers. Et l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un livre, un tout petit livre qui est censé être un livre qui s'est un peu perdu dans l'histoire, entre guillemets. C'est un livre dont on ne parle pas, un peu comme celui dont on ne prononce pas le nom dans Harry Potter, mais que vous avez réussi à retrouver. Le livre est daté sur sa couverture de 1938, et à l'intérieur, vous avez alors ce qu'ils appellent des vérités. Vous avez 500 vérités, des phrases en fait, qui sont censées être quelque chose qui anime les gens, qui anime l'envie des gens. Et vous faites choisir une de ces 500 vérités à un spectateur. Il lit sa vérité, il referme le livre, et vous êtes capable de lui dire ce que cette vérité provoque en lui. Puisqu'en fait, le but, c'est qu'il prenne cette vérité et il la, entre guillemets, il l'intègre dans sa vie. Et un petit bonus, vous pouvez lui demander de regarder la page d'en face et vous êtes capable de lui décrire ou de lui donner des informations sur ce qu'il y a sur la page d'en face de cette vérité. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on a pour réaliser ce tour? On a deux choses. La première, c'est le livre en lui-même. Alors, le livre est... Alors pour le coup, j'ai envie de dire une super surprise parce que c'est un livre qui a été vieilli, mais dans le sens réel du terme. C'est pas un truc neuf qu'on a imprimé vieux. C'est vraiment quelque chose qui a été vieilli, froissé, collé, décollé, passé avec moult trucs salissants. Donc on a dans les mains un vraiment vieux bouquin. Alors les spectateurs peuvent pas le voir parce que on ne fait qu'entendre nos voix, mais vraiment tout est bien flingué. Hein. Le livre est flingué. On va pas s'amuser à essayer de le lire ou de jouer avec, mais du coup il fait extrêmement authentique. Et on a en plus de ce livre 5 cartes de tarot. Alors, quand je dis cartes de tarot, c'est des cartes de tarot un peu chelou, dans un langage qui n'est même pas, je dirais même pas du russe, mais c'est un truc moitié cyrillique, voilà, et numéroté de 1 à 5. Si je peux te rassurer, dans la version anglaise, les cartes sont pourries aussi. Parce que je sais que les cartes sont pas très top. J'ai eu en main les deux versions, la version française et la version anglaise, et j'étais en mode, ah ouais, d'accord, donc ok. C'était pas les fameux carnis tarot? Non, c'est le dos des carnis tarot pour le Ouais. marquage. La face est différente. C'est ok. dommage d'ailleurs. Donc voilà, les cartes sont pas terribles, mais en même temps elles font cartes de foire. Enfin, j'ai envie de dire, t'aurais des cartes dégueulasses d'une voyante dégueulasse, ce serait ça. Franchement, ça vaut des cartes d'une séance de lecture avec une voyante à la con, donc ça marche, tu vois. Elles sont vieillies aussi. C'est un carton qui est corné, qui est un peu crado. Donc ça va tout à fait dans l'ambiance. Vous faites choisir une carte, enfin 3 cartes de tarot pour le passé, le présent, l'avenir de la personne. Elle choisit sa vérité dans le livre en fonction des numéros qu'il y a sur la carte de tarot. Vous êtes capable de révéler ce qu'il y a dedans. Le vrai plus de ce tour, je trouve que c'est l'univers dans lequel ça nous amène. Parce qu'on est dans un univers un peu magie étrange, magie bizarre, c'est très, très proche. C'est quelque chose que je ferais peut-être même qu'en close-up en fait. Dans les faits, de toute façon le livre est très petit, hein, vraiment. Et du coup il y a moyen de s'amuser avec ça. Julien parlait tout à l'heure de séances de voyance, de spiritisme. Je pense que ça peut s'intégrer vraiment très bien là-dedans. Et puis l'autre point positif, c'est que vous touchez jamais au livre, vous touchez jamais aux cartes. Il n'a même pas besoin de vous révéler les cartes qu'il a choisies. Vous n'avez même pas besoin de regarder le marquage des cartes qu'il a choisies. Parce que Julien a parlé du marquage des cartes, donc je vais en parler aussi. Mais vous avez besoin de rien savoir de ce qu'il a fait, et vous pouvez décrire avec une plutôt bonne précision ce qu'il a lu. Et derrière, ajoutez à ça, si vous êtes un bon cold reader, j'ai envie de dire que vous pouvez arriver à faire un vrai numéro assez impressionnant sur la personne. Le côté négatif, je le dis tout de suite, c'est que ça demande un peu de mémoire. Voilà, ça demande d'être capable de mémoriser 6 phrases qui comportent chacune 5 éléments importants dans la phrase qu'il faut connaître. Donc voilà, si vous êtes capable de mémoriser ces 6 phrases-là,
Après, le reste, c'est feel free, c'est vos talents de comédien qui vont faire le reste. Justement, j'allais dire, parce que je connais pas du tout le truc, vous connaissez tous les deux, donc vous savez de quoi vous parlez, mais je vois ça de ma fenêtre. Le plus difficile, ça me paraît d'instaurer l'ambiance, l'histoire et tout, donc c'est quand même dans un cadre bien particulier. On est d'accord? Ouais. Je te vois pas, Julien, faire ça dans tes Sur croisières, un bateau quoi. de croisière. Si, je pourrais le faire sur un bateau de croisière, mais ce serait vraiment genre. Je sais pas, je vais dire une connerie, mais genre, j'ai fait mon spectacle il y a quelques jours. Je croise un passager un soir dans un bar qui me dit ouais, machin, c'était chouette votre spectacle et tout. Vous auriez quelque chose et tout. Je peux vous montrer quelque chose. C'est pas vraiment de la magie, mais je peux vous montrer un truc dans un contexte intimiste, très clairement. Et du coup, si ça vous branche, je peux vous décrire en fait la routine que j'ai créée à partir de ce truc, parce qu'il y avait quelques points à partir de la routine de base qui ne me plaisaient pas. Et du coup, j'ai retravaillé tout ça et j'ai transformé pour faire en sorte que l'expérience soit vraiment basée autour du spectateur et pas sur oulala, ma capacité à deviner des choses. C'est quelque chose que j'ai écrit en 2014 et que j'avais justement mis sur VM sur le sujet dédié au book test. Et donc, l'idée, en fait, c'est que je suis parti sur une idée de processus inversé. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le spectateur qui choisisse 3 cartes parmi les 5 et que moi, je lui fasse un petit call reading en fonction des cartes qu'elle a choisies, mais surtout que je puisse dire « Ouh là là, je sais ce que tu as lu dans le livre », j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai fait en sorte que le livre soit capable de répondre à une question du spectateur sans intervention réelle de ma part. Je m'explique. En fait, il faut savoir que les vérités qu'il y a dans le livre, c'est un peu comme un peu comme des fortune cookies, quoi. T'as une phrase qui est balancée, qui t'est balancée, qui est censée t'inspirer sur ce qui va t'arriver, machin, tout ça, ou t'inspirer sur tes choix de vie ou n'importe quoi, et voilà. Il y a les sujets classiques qui sont abordés dans les 5-6 phrases que tu dois retenir. T'as les sujets classiques, quoi. T'as la santé, t'as l'amour, t'as l'argent, t'as ce genre de trucs. Et on sait tous que les gens, quand ils viennent assister à une séance de voyance, ce sont des sujets qui vont aborder. Et de fait, donc j'ai fait l'inverse. Je demande en fait, quand les fois où je faisais ce book test, où j'utilisais ce book test, je demandais en fait au spectateur d'écrire une question qu'il avait sur son futur, qui pouvait être basée sur ses relations amoureuses, sur sa carrière, sur ce qu'il veut en fait. Et donc il écrit sa question, je ne la regarde pas. Évidemment, étant un psychopathe du pic, du switch et de tout ce qui va bien, je prenais connaissance de cette question. Secrètement, évidemment, cela va sans dire. Je prends connaissance de la question et à partir de là, je lui demande de mélanger les cartes, de les étaler, donc d'étaler les 5 cartes sur la table, machin, etc. Je prends un pendule, je lui demande de me tenir la main et moi, en fait, je vais forcer les 3 cartes qui permettent d'aboutir à une vérité intérieure, une réponse entre guillemets au thème de sa question. Donc je lui force les 3 cartes, on dégage les 2 cartes, machin. Je lui dis voilà. Le pendule nous a apporté, avec votre aide, le pendule nous a apporté sur ces 3 cartes-là. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Sachez que à gauche, ce sera votre passé, au milieu, ce sera votre présent, là, ce sera votre futur. Donc, il les met dans l'ordre qu'il veut parce que, dû à la méthodologie, il peut les mettre dans l'ordre qu'il veut. Exactement. On retourne les cartes une par une. Je lui fais un petit cold reading parce que, je connais la question secrètement. Donc, je peux adapter mon cold reading par rapport aux cartes qu'il a sorties. Et je lui dis, en finale... Et ça, c'est le climax. Je lui dis, voilà, à partir de maintenant, en fait, allez regarder la vérité dans le livre par rapport aux chiffres qui correspondent aux cartes. Il lit et il se rend compte que ça a un rapport direct sur le thème avec sa question. Et donc, je l'ai vraiment pris à contresens, ce truc. Et du coup, j'ai ramené l'expérience autour du spectateur plus que autour du « je suis un mentaliste qui sait deviner des choses ». Voilà. C'était ma manière de retravailler l'almanach Outlaw Effect / Ludo. C'est vraiment hyper malin. Ça donne 1000 idées, tu vois, comme ça. Je me dis que le truc compliqué, c'est quand même de piquer une question complète. Il y a des méthodes. Mais je vois 1000 façons. Je vois sur scène, tu peux faire du pré-show. Tu pourrais le faire avec un lien avec une séance de Q&A et du coup avec un temps d'avance. Enfin, il y a vraiment plein de façons de pouvoir enchaîner. C'est ça qui est fou, c'est que je trouve qu'à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un qui a un petit peu travaillé un élément, le mec, il a toujours testé un truc différent et ça t'ouvre des possibilités qui sont folles. Ceux qui ont l'almanach et qui vont écouter cet épisode,
réfléchissez à ce que vient de dire Julien, parce que vraiment, il y a des trucs à aller piocher là. Merci. Merci. Non, c'est gentil. Ce truc, il est brillant. C'est juste que c'est tellement dommage d'avoir un thème de voyance. Et pas faire de Voilà, et voyance. de le transformer une fois de plus en je sais ce que tu as lu. Je sais ce que tu as fait hier soir. Je pense que c'est aussi parce que le thème de la voyance, il n'est pas simple pour les gens à aborder. Être à l'aise avec le thème de la voyance, c'est pas évident. Bah, en France, oui. Ouais, non, mais c'est ça. En France, on est un pays d'ultra sceptiques par rapport aux États-Unis. C'est drôle ce que tu dis parce que c'est un thème auquel je réfléchissais il y a pas longtemps et j'avais envie de renverser la question. Et si, parce qu'on dit toujours les Français sont cartésiens, c'est pas des spectateurs faciles, mais si en fait c'était les magiciens qui étaient trop imbus de leur personne et qui manquaient de sympathie et qui prenaient toujours les spectateurs comme un défi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a de ça, il y a le côté que les magiciens sont un peu, on dit en anglais on dit cocky. Je sais pas comment ça se dit en français. Je sais pas. Cocky. Voilà. Démerdez-vous. J'ai mon pote qui me dit prétentieux. Ouais, ça se tient. Oui. Petit côté pas web. Ok. Bon, on va dire prétentieux, allez. Et du coup, il y a ce côté, tu rentres dans le challenge direct et tout, et le petit côté, je sais faire quelque chose que tu comprends pas. Ça, c'est un peu chiant, mais bon. Et il y a aussi un autre côté qui fait que tout ce qui est thème voyance, médium, machin, tout ça est pas des masses développé en France. Il y a aussi ce côté en fait que les magiciens n'assument pas leurs mensonges. il y a ce côté que regarde, et même les mentalistes avec un T n'assument pas leurs mensonges. Regarde comment ils se justifient de nos jours à dire ouh là là non, j'ai pas de pouvoir. Tout est basé sur de la lecture corporelle et de la psychologie. Non. Toujours pas. Non, pas plus. On en a déjà parlé de ça. Pas plus, mais de fait, vu que tu nourris ton audience, non, on dit pas audience en français, ton public. Ton public. Public, c'est mieux. Ouais, ton audience. Ouais. Vu que tu nourris ton public comme quoi c'est rationnel et que c'est explicable, et que quand bien même c'est rationnel et explicable, c'est quand même un truc que tu maîtrises vachement plus que les autres, en fait, tu retombes dans de la magie, en fait. C'est-à-dire que tu arrives d'un regarder ce que je sais faire avec mes mains à regarder ce que je sais faire avec mes facultés d'observation et mon niveau psychologique incroyable. Et du coup, on perd le mystère, en fait. Et c'est dommage. On perd le mystère et je me demande même si le mensonge est pas pire. Je suis un gigantesque fan de Derren Brown. Malgré le fait que je sois ultra fan de Derren Brown, j'ai quand même ce côté objectif de me dire il va un peu loin parfois quand il critique justement les sectes, les médiums, les machins, etc. Mais qu'il vend sa sauce du psychologie, PNL, toutes ces conneries qu'on sait très bien que c'est de la merde. Et pardon, je m'emballe. Mais on a le droit de le dire. On peut tout dire ici. mais du coup, en fait, c'est un truc que je disais justement dans un des bouclettes de conspiration, je crois. Il me semble qui ne sont plus disponibles, évidemment. C'est difficile de combattre un mensonge avec un mensonge. C'est-à-dire que tu ne peux pas contre-argumenter contre quelqu'un que tu estimes qui ment en surmentant. Mmh. C'est-à-dire que oui, ne croyez pas les médiums, ils ne communiquent pas réellement avec les esprits. Par contre, ils peuvent lire vos pensées en utilisant la psychologie. Ben non, du coup. Non. Dans les deux cas, il y a une méthode mécanique, celle qu'on utilise. Celle qu'on utilise, voilà. Et donc, du coup, moi, ça me dérange pas, en fait, de dire aux gens, quand les gens me disent, mais vous avez des facultés, ça me dérange pas de dire peut-être. Mais j'allais te poser cette question-là parce que pour toi qui es un professionnel, j'entends que tu as le droit de faire exister un personnage. En tant que professionnel, tant que tu es dans ton rôle de professionnel, ton personnage, il peut faire ce qu'il veut. Hors scène, j'ai les mêmes capacités. Alors, hors scène, d'accord, mais hors scène en tant que professionnel. Est-ce que, avec tes amis, est-ce que dans ta famille, alors, je suppose qu'ils doivent en avoir marre d'entendre parler de magie et de mentalisme, mais... Alors, étonnamment, non. J'ai mon pote qui est en face de moi qui est en train de... Faire la cuisine. C'est de la cocaïne. Attends, je sais que mon pote dira pas le contraire. Je ne m'impose jamais, en fait, en tant que magicien, quand tu dis, ouais, la famille, les amis doivent en avoir marre de la magie.
je suis jamais en mode hey, je peux te montrer un truc. Si quelqu'un se rend compte que je suis magicien, ou si mon pote Jonathan se vante pour moi que je suis magicien, et que d'un coup on me dit ouais, tu peux nous faire un tour de magie, je vais le faire. Mais jamais je dirais hey, salut, je suis magicien, je peux te montrer un truc. Je fais pas ça, je fais plus ça. Je l'ai fait quand j'étais jeune, parce qu'on fait tout ça, machin. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Vous avez déjà vu the Amazing or The Incredible Burt Wonderstone? Pas du tout. Non, ça me dit rien. L'intro du film, très, très proche de ce qu'a pu être la vie des magiciens en règle générale. On en reparlera ou pas. Ceux qui me connaissent savent de quoi je veux parler parce que c'est vraiment le genre de truc dont je parle souvent. Pour revenir sur le sujet, j'ai pas de problème sur l'ambiguïté de mes pseudo-pouvoirs. En fait, j'ai l'impression de mentir à une moindre mesure. C'est-à-dire que contrairement à des magiciens qui vont aller clamer haut et fort, oui, je suis ceci, je suis cela, j'utilise de la psychologie, j'utilise du langage corporel, machin, etc. Moi, en fait, en tant qu'artiste, je crois que j'ai la décence de laisser aux spectateurs décider ce qu'ils veulent. Donc, si quelqu'un vient me voir et me dit « Ah là là, quand vous avez deviné le prénom de son ami d'enfance, là, c'est on a vu qu'avec ses lèvres, elle à moitié, elle faisait les lettres et puis elle regardait en haut à gauche, ce qui veut dire ci, ce qui veut dire ça. Ah ouais. Je fais ouais. Si quelqu'un vient me voir et me dit oui, vous étiez en bêta dans votre cerveau ou en θ ou machin, etc. Et du coup, vous avez pu capter les ondes du... Oui. Si quelqu'un me dit vous êtes un magicien, vous l'avez vu? Oui. Je n'ai, mais alors, aucun problème à dire oui à tout. Oui, mais alors j'allais dire ça, à la limite, quand quelqu'un te propose une explication, c'est une chose. Mais tu vois, la difficulté, elle est souvent de dire oui, mais du coup, je te connais, t'as pas de pouvoir, mais donc tu fais comment? Dans un cadre familial, ouais. Dans un cadre familial, c'est très compliqué de vendre du mentalisme et de laisser supposer des pouvoirs qui soient psychologiques ou paranormaux. Et du coup, dans un cadre familial, un mentaliste sera toujours un magicien. Sauf certains rares cas que je connais et que je ne nommerai pas. Mais je connais notamment un mentaliste qui, depuis le début de sa carrière de mentaliste, a laissé planer le doute sur tous ses proches et tous ses amis. Quand je croise cet ami et que je croise avec des amis ou n'importe quoi, tu vois dans leur manière d'interagir qu'ils sont pas rassurés. Non mais c'est assez ouf parce que ce garçon est incroyable. Je ne le nommerai pas ni là ni en off, je vous le dis tout de suite les mecs. Hein. Vincent Olivier, c'est que dalle, ni là ni en off. Mais je sais c'est son que nom, ce Vincent mec, Olivier. je sais. Non, c'est les deux. Peut-être toi, je te le dirai après, Jonathan. Voilà, juste pour faire chier tout le monde. Ouais. Mais du coup, ouais, je connais ce mentaliste qui a réussi dans un contexte personnel et familial et amical et tout, à faire croire aux gens que oui, psychologie, lecture du langage corporel, petit peu de magie, mais beaucoup de psychologie, de lecture du langage corporel et voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que ça, à la limite, tu peux le vendre en famille. Tu peux vendre en famille que techniquement, tu as lu des bouquins, t'as vu Lie to Me, t'as vu. Tu vois, on n'est pas tous à la même enseigne. On n'a pas tous les mêmes facilités, tout ça. Tu peux très certainement le faire, oui, mais je suis pas certain que beaucoup y croient foncièrement. C'est-à-dire que c'est bête ce que je vais dire, hein, mais si, allez, on va dire que tonton Roger, il a un neveu qui s'appelle Maximilien. J'essaie vraiment de prendre des prénoms au hasard, il y a vraiment aucun, voilà. Donc tonton Roger, il a un neveu qui s'appelle Maximilien, et Maximilien, en fait, ça fait 5 ans qu'il pète les burnes à tonton Roger avec des tours de cartes et des gadgets en plastique qui font disparaître des épées et des pièces, voilà. Je sais pas, j'imagine. Au bout de 5 ans, si neveu Maximilien débarque au dîner de famille du dimanche soir et commence à dire à tonton Roger, prends un mot dans un livre. Ok. Ta pupille gauche est vachement plus dilatée que ta pupille droite et je sens que t'as un peu cligné de l'œil quand j'ai récité l'alphabet à l'envers. Ton mot, c'est bite. Je suis pas certain, en fait, que tonton Roger se dise oui, mon neveu est un génie, il a développé des capacités extrasensorielles et une acuité psychologique incroyable. Je suis pas certain de ça. À moins qu'il soit excessivement con. À moins qu'il soit excessivement con. Non mais voilà, je veux dire, je dis pas que c'est pas faisable, je dis juste que c'est quand même peu probable.
Oui, ouais, non, je suis d'accord, c'est dans ce cadre-là particulier. Mais par contre, en off, tu nous donneras le book test qui a bit comme mot à forcer. Bah, c'était pas le truc avec des prostituées, là? Ouais, je suis sûr que dans 38 Blocks, dans le 38 Blocks de Gemini Artifact. Non, du coup, c'est pas bite, c'est vagin. Voilà, j'espère que vous qui écoutez ce podcast êtes majeurs et vaccinés. En A majeur, c'est priori, il n'y a sûr. pas de moins de 18 ans. Et du coup, on était sur notre sacré livre. On est parti loin. On est est parti parti très très loin. loin. Ah non, mais moi, je vous ai dit, les mecs, hein, vous faites des podcasts de 30, 45 minutes, que dalle. Je vous tiens jusqu'au bout de la nuit, j'en ai rien à foutre, j'ai aucune dignité. Alors du coup, parce qu'il faut parler un petit peu du prix aussi, 125 €, c'est quand même une sacrée somme, non? Ouais, c'est une sacrée somme. C'est une sacrée somme, mais il faut quand même le mettre en relation avec le fait que l'outil qu'on reçoit est un outil qui, à mon avis, peut pas être industrialisé. Enfin, vu comment le bouquin est fait, c'est impossible que ça sorte d'une machine. Enfin, il y a des gens qui l'ont pris, qui l'ont vieilli, qui l'ont... Donc, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire, c'est clairement pas quelque chose d'accessible. On va pas se le cacher. En termes de prix, hein, j'entends. Techniquement, c'est accessible. C'est clairement pas fait pour tout le monde. Donc, mon conseil, c'est ne l'acheter que si vous êtes sûr Ne de l'achetez pouvoir en pas. faire quelque chose. non mais c'est ça, c'est ne l'acheter que si vous êtes sûr d'en faire quelque chose. Sinon, c'est quelque chose qui va rester dans un tiroir, dans une armoire. Alors après, si vous aimez avoir des vieux livres qui servent à rien chez vous, pourquoi pas. Mais il y a plein de vieux livres moins chers sur les brocantes. Enfin, voilà, c'est... Ah non, faut, dans le contexte, en fait, pour 125 balles, de mémoire, je crois que dans la version anglaise, j'avais dû payer pareil, entre 100 et 150 $, un truc dans ce goût-là. Il faut se rendre compte qu'à ce prix-là, en fait, on paye la créativité, on paye la main-d'œuvre parce que le livre est extrêmement bien vieilli. Alors, en tout cas, la version française, je l'ai eu entre les mains sur une période très courte. Donc, je me rappelle, voilà, il a une belle couverture rigide et tout, vieilli, machin, un peu verdâtre et tout, c'est chouette. C'est gris vert, c'est du tissu, il y a de la dorure qui part parce que avec le temps elle part. Enfin, vraiment, on peut rien dire là-dessus. C'est ébréché. C'est impossible de soupçonner que ce livre, vous venez de le recevoir. Enfin, honnêtement, ça a forcément été trouvé dans un vide-grenier, dans une vieille malle. Enfin, le truc, il a pris l'eau. Donc du coup, non, moi, le vraiment prix, très bien fait. Le prix, je trouve pas ça fou. Je suis plus blasé des mecs qui sortent des book tests à 4 €, quoi, parce que tout le monde peut y accéder. Non mais, en fait, je plaisante à moitié en vrai. Parce que moi, par exemple, le Decranum et autres book tests du même genre, un peu vieilli, machin, etc., avec des thèmes un peu précis, c'est de la niche. Donc déjà, il est sorti en très peu d'exemplaires, donc forcément, il a un prix assez élevé. Il y a un travail de malade autour de ce produit parce qu'il est vieilli à la main et faut payer un petit peu la main d'œuvre, machin, tout ça. Derrière, tu as aussi tout le travail d'édition, le travail de réflexion autour de la méthode. Parce que même si la méthode... Elle est de Larry Baker, la méthode, je crois, ou un truc comme ça. Larry Baker, c'était pas sur l'Institut? Non, c'était sur l'Institut. C'est sur l'Institut. Là, okay. c'est Prof Bessier, non. Je vais le retrouver. Tac. Qui le cite? Ouais, c'est obligé qu'il le cite. Dans la notice. Ceci dit, si, la méthode est de Larry Baker. La méthode initiale est la même que celle dans Réflexatot. Voilà, alors c'est l'Institut aussi, alors. Ouais, c'est l'Institut aussi. Ouais. Et l'Institut reprend la même. C'est qui me parlait de mon spectacle de mémoire prodigieuse, là? C'est moi. Mais donc voilà, quoi. C'est moi, je suis plus révolté par les tours de magie qui sortent à 20, 25, 30 $ et qui vont péter au bout de 3 utilisations, que par un truc comme ça qui va durer dans le temps et qui, pour celui qui l'achète, mais pas sur une impulsion, qui l'achète avec intention d'utiliser et de mettre en œuvre, c'est un prix justifié, quoi. Si je devais mettre un seul bémol dessus, c'est pas sur le livre et c'est pas sur les accessoires, c'est sur les cartes, c'est de la merde. Les cartes sont... Mais je trouve que les cartes, elles font l'effet, tu vois. Si tu reprends son boniment,
ça marche avec son boniment parce que c'est censé être dans un espèce de cirque itinérant. Enfin, vraiment, tout colle et je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, je trouve les instructions brouillonnes. Il n'y a pas grand-chose à savoir dans les faits, donc ça va vite, on comprend. Mais la phase de mémorisation, de compréhension de ce que tu dois retenir, elle aurait mérité un meilleur traitement. Là, c'est traité de manière, je trouve, un peu brouillonne. D'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose au début et à la fin des instructions. Ça change un peu. Il y a des aides-mémoire à la fin qui sont un peu différents de ce qu'il y a dans l'aide-mémoire qui est au milieu. On te propose des visuels pour t'aider à mémoriser. Les visuels sont pourris, qui dénote d'ailleurs avec la qualité d'édition du livret. Est-ce que tu as reçu un email de Marchand de Trucs récemment qui te disait que la notice avait été mise à jour ? Alors, j'ai pas reçu d'email, mais j'ai vu dans mon back-office qu'il y avait effectivement une mise à jour. Enfin, il y avait une notice PDF. Il y a une notice online maintenant et apparemment elle a été mise à jour. Ouais, c'est vrai que c'est dégueu. Franchement, Mais c'est en fait les trucs sont dégueux. C'est les mêmes visuels un peu que l'Institut aussi. Ça va être la même personne. Oui, c'est dans le même esprit, c'est la même personne, c'est des word art. Enfin, tu vois, ça dénote parce que t'as quelque chose avec une couverture qui a été plutôt travaillée, même à l'intérieur, tu vois, t'as un travail de mise en page du bouquin qui est pas mal, et puis t'as 6 visuels à faire, et c'est 6 visuels dégueulasses. C'est dommage. Enfin, tu vois, tu te dis, à ce prix-là, ça aurait mérité que tu prennes le temps de refaire les 6 visuels avec des visuels qui pètent, et notamment parce que d'un point de vue de la mémorisation, ça peut aider aussi. Et moi, je l'ai vu, cet intérêt du visuel pour la mémorisation, lorsque je me suis intéressé au chapelet Elephant Stack, où toute leur méthode d'apprentissage est basée sur des éléments visuels, et où, quand le visuel est puissant, bien foutu, t'arrives quand même à mémoriser 52 cartes alors que j'avais jamais réussi à le faire avant dans ma vie, quoi. J'ai jamais réussi à retenir un chapelet de 52 cartes, j'entends, parce que j'en connais un autre qui est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, Julien ? Un chapelet de 52 cartes, j'avais jamais réussi jusqu'à Elephant Stack. Parce que cette puissance du visuel, elle aide quand même beaucoup. On fait un bisou à Pierre Bock et Yves Méret au passage. Mais du coup, j'aimerais quand même tirer l'attention qu'ils ont eu l'avantage de travailler avec un graphiste. Oui. Honnêtement, je me rappelle plus de la notice de l'original de l'almanach. De mémoire, c'est à peu près les mêmes visuels. Donc, je pense que lui doit dû prendre les mêmes visuels et que c'est du clip art, quoi. Oui, mais tu vois, il a fait faire la mise en page de cette nouvelle version. Alors, je sais pas si ça a changé, par Benoît Draget. Benoît Draget, il fait des mises en page qui claquent. Et d'ailleurs, les mises en page qui sont là claquent. Donc, il suffisait qu'il lui confie les 6 visuels à refaire, tu vois. Ça coûtait peut-être un peu plus cher. Peut-être. Mais bon, c'est à la fin, ce que tu retiens, c'est que les visuels, ils étaient dégueux. Oui, c'est vrai aussi. C'est mieux si tu retiens du coup les thèmes du livre, mais c'est aussi de retenir que les visuels étaient dégueulasses. C'est vrai. C'est le seul point noir que je peux mettre. Honnêtement, c'est parce qu'il fallait trouver un truc pour le piquer et pour l'embêter, parce que j'avais pas grand-chose de mal à dire dessus. Bon, alors moi, je donne mon avis. Je le connais pas. Tu vois, sur l'Institut, parce qu'on revient beaucoup sur l'Institut, ce qui m'a manqué, justement, c'est ce côté un peu vieilli. Alors, j'ai la version américaine qui était en espèce de truc relié, tu sais comment ça s'appelle, avec un morceau de plastique, quoi. C'est pas très joli. La version de Marchand de Trucs était une vraie couverture bien, donc j'ai ces 2 versions, et j'aurais bien aimé avoir Le Monde Vert ou celui-ci. Peut-être que je me laisserai tenter. Et on parlait de chapelet, alors du coup, vous vouliez rebondir sur quelque chose, il y avait une private joke entre vous deux, non, il y a un chapelet, et puis notamment si on parle de visuel et d'apprentissage d'un chapelet visuel, on peut pas citer autre chose que Omnitool. Enfin, c'est quand même le chapelet visuel de Julien. Voilà, c'est là où je voulais qui est ressorti en plus. Et est-ce que c'est un truc que tu fais toujours ? Oui. Oui, c'est toujours dans mon spectacle. Je fais toujours la routine avec les 3 spectateurs sur scène et la finition en toast out deck. Parmi tous les trucs que j'ai sortis, je crois que c'est le truc qui me dure le plus longtemps. Je fais toujours ça. Alors là, je viens juste de retourner chez Princess parce que j'étais chez Carnival avant. On parle des croisières pour les auditeurs. Ouais, des compagnies de croisière, pardon. Donc je suis retourné chez Princess, la compagnie de croisière, alors qu'avant j'étais j'ai fait un bref passage chez Carnival. Et je me souviens. Yeah. On va éviter le sujet. Du coup, je l'ai viré récemment Omnitool de mon set parce que je voulais intégrer Q de Magic de Angelo Carbone, je crois, de mémoire. Ouais. Excellent tour. Et en fait, les 2 tours n'ont absolument rien à voir.
mais je trouve Cue the Magic tellement plus drôle dans la participation du public, quoi, d'avoir un spectateur qui joue le rôle du magicien, machin. Je m'amuse en ce moment avec Cue the Magic, mais je sais que je suis en train d'écrire un autre spectacle, parce qu'il me faut, généralement, pour faire les bateaux de croisière, il te faut 2-3 spectacles. Là, pour le moment, j'en ai un et demi. Plus le gros, la comédie musicale que je fais, mais ça, c'est pas le mien, donc je peux pas le bouger sur d'autres bateaux si jamais on m'envoie sur d'autres bateaux. Et du coup, je suis en train d'essayer de remettre en ordre un nouveau spectacle, machin, et du coup, j'ai refoutu, évidemment, Omnitool dedans, quoi, parce que, putain, c'est 8 minutes avec rien, quoi. C'est 8 minutes avec un petit paquet de 26 cartes à la con, et ma bite et mon couteau, et mes blagues, et roule. Question que tout le monde se pose, est-ce que tu fais la version originale, ou est-ce que tu fais la version remaster Magic Dreams? Eh ben, je fais les deux. Je fais les deux en fonction de ce que je trouve dans ma valise. Non, j'ai une petite sacoche maintenant. J'essaie de m'organiser. Putain, à 42 ans, j'essaie seulement d'organiser ma vie, c'est génial. J'ai une petite sacoche en fait dans laquelle j'essaie d'organiser mes spectacles et j'essaie d'être minimaliste en fait. On va pas se mentir. Et du coup, dans cette sacoche, j'ai les deux versions. Et la dernière fois que je suis passé chez Magic Dream, j'ai repris une version d'Omnitool. Tu l'as acheté? J'ai un prix. Hein. Voilà, je m'attendais à cette question. Je sais même plus. En vrai, je sais même plus s'ils m'ont fait un prix ou s'ils me l'ont offert. Mais je sais que normalement, j'ai des avantages sur Omnitool, évidemment. Et quand je lui ai demandé, ils ont galéré à le trouver parce qu'ils sont en fin de stock, quoi. Et je dis ah ouais quand même. Je dis on va peut-être penser à le ressortir, non? Ouais. Tu sais le sourire avec les dents qui rayent le plancher. On va penser à le ressortir. Donc, je sais pas s'ils ont pour projet de le ressortir, mais en tout cas, ouais, j'ai les deux et je sais que à l'époque, moi, quand j'avais sorti la première version, j'avais fait imprimer ça chez makeplayingcards.com. En fait, j'ai toujours mon projet qui est enregistré là-bas. Donc, si jamais un jour mes cartes étaient vraiment, vraiment niquées, bah, je peux toujours en racheter là-bas parce que ça change pas grand-chose et voilà. Non, ouais, Omnitool, ça a été vraiment un projet fun et alors, la chose marrante, tout est parti de Netflix pour Omnitool. Voilà. Je sais pas si c'est une histoire qui vous intéresse. Ouais, ça nous intéresse parce que je connais pas cette histoire. En fait, à la base, je suis nul en chapelet. Voilà. J'ai pas de mémoire, j'ai pas envie de retenir 52 cartes à jouer, c'était long, machin. Et du coup, j'avais commencé à me pencher à l'époque où il commençait déjà, je crois que c'était Alakazam qui avait sorti un jeu de cartes avec des films classés par ordre alphabétique. Et du coup, je m'étais penché sur le sujet. Je m'étais dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie de retenir une liste de films qui ne me parle pas à moi. Donc, j'avais créé ma propre liste de films. Et la chose marrante, c'est que je me suis rendu compte que, étant français et travaillant aux États-Unis, je pouvais me permettre de niquer mon ordre alphabétique en fonction du titre du film. Si bien que dans mes cartes, dans ma liste de films, de 26 films classés par ordre alphabétique, c'était un ordre alphabétique à moitié anglais, à moitié français, quoi. Voilà. Difficile à commercialiser, par contre. Ah ouais. Alors déjà difficile à commercialiser, mais d'autant plus difficile à commercialiser que je m'étais cassé la tête à faire un dos Netflix. Donc avec rouge le logo Netflix. Ce qui m'a valu quelques problèmes avec MPC pour leur faire comprendre à l'époque que non, c'était pas pour un but commercial, je suis magicien, je fais semblant que ce soit des cartes Netflix. Donc s'il vous plaît, imprimez pour moi. Et du coup, tous ces paramètres-là ont fait que c'était invendable. Par contre, c'est vraiment bien parce que je racontais l'histoire. J'arrivais sur scène, j'avais mon plot, j'avais mon jeu. Je dis ouais, voilà, Netflix avant d'être un service de streaming, il faisait des DVD. Ouais, il faisait des locations de DVD. Il vous envoyait des DVD à la maison, machin, tout ça, blablabla. Et du coup, en fait, pour les 500 premiers utilisateurs de Netflix à l'époque, ils avaient édité une espèce de jeu de cartes avec des films. Et donc, tu montres ton jeu de cartes Netflix, machin, avec les films, etc. Et donc, la routine était la même. Hein. J'avais 3 spectateurs qui coupaient, machin, etc. Regardaient. Je faisais la version Todd juste derrière, la version Toast Outback. Et c'était fun. Et j'étais tellement content de cette version que je me dis, tiens, ce serait marrant. Peut-être qu'il y a des magiciens qui seraient contents d'avoir ça et tout. Et j'y ai pensé. Je dis, ouais. Alors j'ai vu les galères que j'avais eu à faire imprimer le jeu avec Make Playing Cards. Je me suis dit putain, Netflix va me tomber sur le coin du nez, je vais pas m'en remettre, etc. Je me suis dit ouais, c'est compliqué. Plus le fait que la liste soit en franco-anglais, c'était ouais. Donc j'ai dit ouais non, on laisse tomber et tout. Et je cherchais un autre truc et tout. Et un jour un pote me dit ouais, moi en tout cas, si je devais utiliser ce genre d'outils, ce serait des flashcards quoi. Et je le regarde, je fais des flashcards pourquoi pour apprendre une langue. Il me fait ouais par exemple ouais.
Et du coup, en fait, je suis parti sur ça et je me suis dit, trop bien. Et je suis tombé sur ce concept de dessin qui date du 15e siècle, je crois. Les crédits. Pareil, mon spectacle de mémoire prodigieuse n'est pas au point. Mais c'est dans les crédits, dans le booklet qui accompagne Omnitool. Donc ouais, je suis tombé sur ce concept, je fais ouais, trop bien et tout. Et à l'époque, j'ai appelé mon pote Jean-Sébastien Massé et tout. Et il m'a fait les illustrations. Je suis resté un peu dans l'idée de Netflix, avant de faire du streaming, faisait des DVD et avait édité un jeu un jeu de cartes avec des films pour dire oulala, Mosalingua, avant d'être une app, c'était un jeu de cartes avec tout s'est recoupé en fait. C'est-à-dire que toutes les idées, toutes les bases étaient dans mon truc Netflix et je l'ai juste adapté à des flashcards pour apprendre des langues. Et, voilà. Donc, ouais, c'était fun. C'était vraiment un projet très fun et c'est un des projets dont je suis le plus fier en vrai parce que ouais, je reçois fréquemment des messages de gens qui l'utilisent. Je reçois des messages de gens qui me disent quand est-ce qu'il ressort parce que mes cartes sont vraiment usées. Je dis mais elles sont usées au point que elles se décomposent ou elles sont usées au point que tu peux vraiment dire que c'est des cartes que tu avais quand tu avais 10 ans et du coup c'est encore plus crédible, c'est vachement mieux. Mais je suis assez d'accord avec toi. Ce que je trouve vraiment bien avec cet outil, c'est que il vieillit pas mal. T'as plein de tours qui deviennent très désuets. Et récemment, j'ai ressorti un truc que j'adorais de chez Mindbox, qui est leur jeu Social Network, le jeu ESP avec des smileys. J'avais trouvé ça tellement bon. Et moi qui travaille là-dedans, parce que c'est mon métier, le social media, j'ai une agence social media, et je faisais ça tout le temps en formation, je faisais chier les gens avec ce truc-là en début de formation sur les réseaux sociaux. Je faisais ouais, je suis mentaliste, on va faire du mentalisme avec les smileys et tout, c'est trop bien. Et je l'ai mis de côté un jour parce que j'avais d'autres trucs, j'avais envie de faire autre chose, machin. Et je l'ai ressorti il y a pas longtemps. Et c'est mauvais. C'est drôle. Non, mais parce que moi je disais c'est mauvais déjà à l'époque de sa sortie quoi. Il a fallu un peu plus de temps. non, mais c'est mauvais dans le sens où c'est daté en fait. Le ça marche toujours forcément, c'est de l'ESP ça marchera tout le temps. Mais ça fait dater, ça fait plus crédible, c'est impraticable aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc, tu te dis, mais je peux pas sortir ça en fait. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ce truc-là Et du coup, je trouve que Omnitool a moins mal vieilli, enfin, vieillit pas en fait. Il reste crédible. L'apprentissage des langues, c'est pas un truc qui est censé vieillir en vrai. Ouais, et non, du mais coup, ça, ouais. Si tu dis ouais, c'était à l'époque, maintenant il y a les apps, mais moi je suis un vieux, bon, ça passe. Non mais c'est ça. Si tu as l'air vieux, ça passe. J'ai plus de cheveux, il y a des signes qui trompent pas. Oui, j'avais une question sur Omnitool. Et la question que j'avais envie de te poser, est-ce que tu sais si ça s'est mieux vendu à l'international, en France? On a une idée un petit peu? Je sais que ça s'est extrêmement bien vendu en France et en francophonie. J'ai un magicien franco-allemand qui performe en Allemagne du coup et qui s'en sert à chacune de ses prestats et à chaque fois il me tag dessus, c'est drôle. J'ai des gens qui m'ont contacté pour avoir une version différente, genre en espagnol ou autre. Ça s'est jamais fait. Et le problème, c'est que pour ce qui est des versions anglaises / américaines, quand on est parti à l'internet, en fait, la première version, celle que Vincent il a, c'est la première version que j'ai sortie avec mon pote Chris Carroll. Et c'était une version qu'on a sortie juste en France et c'était en 2016. Je crois que c'était en 2016. Et du coup, en fait, on sort, machin, et du coup, bah, on arrive en stock, on est hors stock, machin, tout ça. Donc voilà, c'est cool, on est content, voilà. Et du coup, des quelques années plus tard, je papote avec Magic Dream et tout, donc on a trouvé des accords avec. J'ai dit à Chris que voilà, j'allais le ressortir avec Magic Dream, etc. Mais du coup. Et on papote sur le projet, on avance sur le projet tranquille parce qu'eux veulent refaire tout le design, machin, ils veulent changer un peu le marquage, etc. machin. Et on avance sur le projet gentiment et un matin je me réveille, j'ouvre Messenger et je vois un message d'Alexis qui fait putain de merde. Et en fait, Dan Harlan et je sais plus qui venaient de sortir Snaps. Ah ouais. Et Snaps, okay. C'est un jeu avec des photos d'objets qui font le même principe qu'Omnitool. Et du coup, en fait, le problème de ça, c'est que c'est pas attaquable parce que le principe est vieux. Donc tu peux pas aller taper sur les doigts de quelqu'un qui a utilisé comme toi un principe du 15e siècle. Mauvais timing. C'est compliqué, ouais, mauvais timing. Et en plus de ça, c'est compliqué d'aller taper sur les doigts de Dan Harlan, quoi. Je veux dire,
T'as à l'international, t'as Dan Harlan et puis t'as Loza. Tu fais, c'est qui ce con de chauve là? Donc, à un mais moment à donné, l'époque, tu pouvais jouer sur le Dr House. ouais, c'est ça. Non. Quand on a sorti la version, Magic Dream, j'étais déjà chauve, donc ça marche pas. Merde. Mais non, pas de Dr House sur ce coup-là. On a commencé à avoir des posts émerger sur le Magic Café, que vous savez que le Magic Café est une source de conflits incroyable. J'ai la chance d'avoir été suffisamment sympa pour filer des versions d'OmniTool déjà à l'époque à des Anglais et des Américains quand je les croisais sur les bateaux de croisière. Parce que vu que j'avais toujours plein de jeux avec moi, j'étais en mode ah bah tiens, j'ai bossé sur ce projet-là, bah tiens, c'est une notice à la sauvage en anglais, mais tu devrais comprendre, machin, en 15 secondes, c'est bon, machin. Et du coup, Snaps sort, et j'ai la chance d'avoir des magiciens français et des magiciens anglais et américains qui viennent dire mais c'est OmniTool, quoi. Et là, t'as Dan Harlan et j'ai oublié le nom du mec, David Jonathan, je crois. David Jonathan, Ouais. c'est ça. Chaque fois, ça me faisait rire, c'est David et Jonathan. J'ai fait la même plein de fois. Il a pas de bol, ce mec, il s'appelle David Jonathan, quoi. Merde. Pour des Français, on rigole. Et du coup, ouais, David Jonathan vient et un petit peu le nez en l'air dit ouais, enfin, c'est un peu facile de nous comparer à un produit dont personne n'a entendu. Je lis ça, je fais ah non, moi je veux bien, mais je veux bien que vous veniez marcher sur mes plates-bandes, mais faut pas me cracher à la gueule par-dessus le tout, quoi. Ouais. Donc j'y vais, je fais non, mais voilà, c'est le projet. Donc j'explique très très sympa. J'explique que OmniTool, machin, je l'ai sorti en 2016 pour un public français et que bah là, effectivement, on s'apprêtait à sortir la version anglaise, machin. Donc mauvais timing, c'est pas grave, quoi, c'est pas grave. Après tout, le concept est vieux et je marque, le concept est vieux comme le monde, donc tout le monde peut l'utiliser et tout. Oui, et il me répond oui, publiquement. Oui, le concept a été créé par Max Maven et machin et bidule et tout. Et là, je fais ah non. Donc j'y retourne et je fais oui, enfin c'est un tout petit peu plus vieux que Max Maven quand même. Ça date du 15e siècle. Allez, bisous. Et du coup, je me suis dit tiens voilà, comme ça tout le monde verra qu'il y en a un qui a fait ses recherches et l'autre à moitié. Mais du coup voilà, ça a été compliqué. Donc, ben effectivement, toutes les grosses boutiques, Penguin, machin, tout ça, ils ont privilégié Snaps, puisque c'est eux qui le produisent. Ils ont pris OmniTool, mais ils n'en ont pas pris des masses et ils le poussent pas. Hein. Donc ouais, très mauvais timing. Et puis les discussions commerciales, je suis mauvais pour ça, donc c'est pas le genre de sujet que je vais aborder avec Magic Dream. Je vais pas aller voir en disant ouais, alors on en a vendu combien aux États-Unis, tout ça. Peut-être que je devrais le faire, je sais pas, mais en tout cas ouais, c'est pas. Donc je sais pas. Voilà, je viens de vous pomper 15 minutes de temps pour vous dire, je sais pas. Donc, mais du coup, OmniTool, ça a été sur une base de cartes. Et alors, je vais en profiter parce qu'on va peut-être passer sur Psymball. La question que je voulais te poser, c'est en mentalisme. Alors, on utilise des cartes à jouer ou autre chose? Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie et je vous invite à poursuivre notre conversation avec Julien au cours de l'épisode numéro 18. Au revoir et à bientôt.